Il y a des anniversaires qu'on attend le cœur plein de rêves. Une part de gâteau, une étreinte sincère, une bougie allumée juste pour nous rappeler qu'on est en vie. Mais le mien, mon anniversaire de 11 ans, n'a connu ni vœux, ni baisers, ni joie. Il n'a laissé qu'une blessure invisible, de celle qui ne cicatrise ni avec le temps, ni avec les prières. Et le plus difficile, c'est que pendant que tout arrivait, ma mère chantait dans la cuisine. Avant de vous raconter cette histoire, répondez-moi, d'où regardez-vous cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires. J'aime savoir où voyage ma voix fatiguée de femme meurtrie. Et si vous êtes ému par cette histoire, et je parie que vous le serez, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Car il y a des vérités que personne ne veut entendre, mais qui doivent être racontées. Je m'appelle Marguerite. Je suis née en 1957 dans un petit village du Périgord, où les rails du chemin de fer coupèrent la commune comme s'ils divisaient les maisons en deux mondes. D'un côté, ceux qui avaient un avenir, de l'autre, ceux qui n'avaient qu'un passé. Et devinez de quel côté j'ai grandi. Ma maison était simple, sol en terre battue, un poêle à bois et des tuiles qui dansaient avec le vent. Ma mère, Solange, était une femme au sourire facile et aux mains agiles. Elle faisait du pain au parfum plus délicieux que j'ai jamais senti, chantonnait des comptines en lavant le linge et répétait que j'étais son miracle. Mais le vrai miracle, c'est que je sois là pour vous raconter cette histoire. Mon père s'appelait Marcel, un homme fermé, à la voix grave et au silence pesant. Il travaillait au champ et ramenait la fatigue sur ses épaules et la frustration dans ses yeux. C'était de ceux qui ne sourient jamais vraiment, qui froncent seulement le front. Et quand il regardait, il semblait nous transpercer d'une sorte de haine dont on ignorait la source. Mais personne n'osait demander, pas même ma mère. J'étais une petite fille menue, cheveux tressés, genoux toujours écorchés à force de jouer dans la cour. J'aimais dessiner avec du charbon derrière la maison, fredonner doucement comme ma mère et rester à la fenêtre pour voir passer le train, rêvant qu'il m'emporte loin d'ici. Parce que même sans comprendre, je sentais que cet endroit n'était pas sûr, que cette maison abritait quelque chose qui faisait mal sans faire de bruit. Le jour de mon anniversaire, je me suis réveillée tôt, excitée, 11 ans. J'espérais au moins un mot doux, un morceau de gâteau simple, n'importe quel geste qui dirait « tu comptes ». Ma mère était dans la cuisine, pétrissant la pâte, fredonnant comme toujours. L'odeur était bonne, et pendant un instant, j'ai pensé que ce jour serait différent. Mon père est arrivé de dehors, avec un visage encore plus fermé que d'habitude. Il portait un sac de pain et une liasse de papier froissé. Il n'a même pas regardé dans ma direction. Il a simplement jeté le paquet sur la table et est sorti dans la cour. Ma mère continuait de chanter. « À la Clairefontaine » disait-elle. Avec la cuillère en bois, elle marquait le rythme sur le bord de la casserole. Je me suis assise à table et j'ai attendu. J'attendais le moment des vœux, du morceau de gâteau, du sourire, mais il n'est pas venu. Ma mère m'a dit d'aller me laver et de changer de vêtements. Elle a dit que le déjeuner serait spécial, que les haricots avaient on cuit à point et que le poulet sentait bon. J'ai obéi. J'ai pris mon bain, j'ai mis ma robe rose décolorée, celle que je ne portais que pour les occasions spéciales. Quand je suis sortie de la chambre, il m'attendait dans le couloir. Ses yeux n'avaient aucune expression, juste une froideur qui glaçait l'estomac. Il m'a attrapée par le bras avec fermeté et sa voix est sortie comme un murmure tranchant. « Aujourd'hui, tu vas apprendre à être une femme. » Le monde s'est arrêté là. J'entendais encore ma mère chanter. Elle chantait fort, et l'odeur du poulet qui rôtissait venait toujours de la cuisine. Mais le reste est devenu noir. Je ne me souviens pas comment je suis retournée dans la chambre. Je ne sais pas si j'ai marché, si j'ai été traînée, si j'ai volé. Je me rappelle seulement m'être allongée sur le lit et avoir regardé le plafond, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mon corps me faisait mal, mais ce qui faisait le plus mal, c'était le silence.
C'était le son de la cuillère frappant la casserole pendant que je mourais à l'intérieur. C'était l'odeur de la nourriture mêlée au goût du sang et de la peur. Ma mère m'a appelé pour déjeuner. Elle a crié depuis la cuisine d'une voix joyeuse. « Viens, Margot, c'est prêt. Il y a du poulet, tu vois. Ton père a dit que c'était ton jour aujourd'hui. » Je n'y suis pas allée. Je suis restée là, regardant le plafond, sentant mon corps froid et mon âme s'éteindre lentement. J'ai passé l'après-midi en silence, et la soirée aussi. Quand elle est venue me voir, il faisait déjà sombre. Elle m'a demandé pourquoi je n'avais pas mangé. Elle a dit que j'avais l'air étrange, pâle. « Tu n'es pas malade, n'est-ce pas ?» J'ai voulu tout raconter, crier, vomir l'horreur qu'il avait laissée en moi. Mais quand j'ai ouvert la bouche, tout ce qui est sorti fut un murmure. « Je suis juste fatiguée, maman. » Et elle a accepté, comme quelqu'un qui ne veut pas en savoir plus que nécessaire. À partir de ce jour-là, tout a changé. Mais en apparence, rien n'a changé. Je restais la fille obéissante, la petite qui aidait à la vaisselle, qui balayait la cour, qui lavait les linges. Mais à l'intérieur, j'étais en morceaux, une poignée d'éclats enfermée dans une robe rose. Et le pire, ce ne fut pas la dernière fois, mais ce fut celle qui m'a vraiment tuée. Me réveiller le lendemain, c'était comme être tiré de force dans un corps que je ne voulais plus habiter. Mes yeux s'ouvraient lentement, mais mon âme restait recroquevillée dans le coin de la chambre. Le soleil entrait par la fente de la fenêtre avec le même visage qu'avant, mais à l'intérieur de moi, tout n'était qu'ombre. J'étais là, mais pas entière, ni vivante, juste présente. Je me suis levée avec difficulté. J'ai mis les vêtements de tous les jours. J'ai attaché mes cheveux avec le même morceau de tissu que ma mère me donnait depuis toute petite. Je suis allée à la cuisine. Elle y était déjà, comme toujours, remuant le café dans la bouilloire et chantant doucement, comme si la musique était plus importante que le silence que je portais sur mes épaules. « Tu as bien dormi ?» a-t-elle demandé, sans même se retourner pour me voir. J'ai acquiescé, sans dire un mot. « Ton père est parti tôt. Il est allé à la ferme voir des clôtures, » dit-elle, comme si elle parlait d'un voisin quelconque, comme si cet homme n'avait pas arraché de moi ce que je ne savais même pas nommer. Je me suis assise à table. L'odeur du café était forte, le pain était sec, et tout semblait déplacé. Même les meubles, même la cuillère dans sa main. Mon corps me faisait encore mal. Mais ce qui pesait le plus, c'était son regard, ou plutôt son absence. Parce qu'elle ne me regardait pas vraiment, elle me voyait, mais ne me percevait pas. Dans les jours qui ont suivi, je me suis éteinte doucement, comme une bougie laissée dans un coin, allumée sans but. Je ne pleurais pas, je ne me plaignais pas, je ne disais rien, parce que je savais que personne ne voulait savoir, et peut-être ne supporterait même pas d'entendre. Une enfant intelligente apprend vite à ravaler ses pleurs, et j'ai appris avec un goût amer. Mon père agissait comme si rien ne s'était passé. Le soir, il rentrait à la maison, mangeait en silence, buvait un verre de pastis ou deux, et s'asseyait sur le banc de la véranda. Parfois il parlait du temps, d'autres fois pas même ça. Il me regardait de loin, et quand nos yeux se croisaient, il souriait en coin. Mais c'était un sourire qui me glaçait, parce que moi seule savais ce que ce sourire voulait dire. Ma mère, quant à elle, a commencé à sucrer davantage ses mots. C'était comme si elle essayait de compenser quelque chose sans nom. Elle m'appelait « mon petit cœur », m'offrait des morceaux de pain plus gros, me disait que je devenais jolie. Et plus elle feignait l'affection, plus j'éprouvais de colère. Parce que l'affection qui vient après l'omission ne console pas. Elle pèse. Je m'accrochais au quotidien, comme quelqu'un qui tente de garder l'équilibre sur une corde raide. J'étudiais peu, mais je lisais ce que je pouvais. Je me réfugiais dans les livres de l'école, dans les dessins que je faisais au charbon derrière le poulailler, dans les minutes
où je restais seule avec la radio, écoutant des chansons qui parlaient d'amour, comme si le monde était moins cruel qu'il ne l'était. Là, entre une chanson et une autre, je rêvais d'une vie qui ne faisait pas mal. Mais il suffisait d'entendre ses pas approcher pour que tout s'écroule. La peur était devenue mon horloge. Je comptais les secondes pendant lesquelles je pouvais respirer sans le poids de la terreur dans l'estomac. Et chaque jour était une attente de quelque chose de pire, parce qu'il ne s'est pas arrêté là. La violence est revenue, encore une fois, puis une autre, et je devenais de plus en plus petite, même en grandissant à l'extérieur. J'ai essayé de le dire à une tante. C'était la sœur de ma mère, une femme ferme, aux paroles dures. J'ai profité d'un dimanche quelconque, quand elle est venue nous rendre visite, et je me suis assise près d'elle, dans la cour. « Tante, je peux te dire quelque chose ?» Elle m'a regardée avec méfiance. « Parle donc, petite. » Mais ce ton a suffi à me faire taire. Le courage a fui. La voix est morte. J'ai souri sans envie, j'ai baissé la tête, et j'ai dit que ce n'était rien. Et elle m'a cru, parce que personne ne voulait voir. Et je commençais à penser que, peut-être, ne pas voir était plus facile pour tout le monde. À l'école, je me taisais, j'évitais les amis. Je m'éloignais des jeux pendant la récréation. Les professeurs disaient que j'étais distraite. L'une d'elles a même commenté que je devais avoir honte et arrêter ma paresse. Et je souriais. Je souriais parce que c'était plus facile que d'expliquer, plus rapide que d'essayer d'être entendu. Mais il y eut un jour où je n'ai pas pu faire semblant. Nous étions tous à table. Un dîner ordinaire, ma mère servant le riz, mon père mâchant la bouche ouverte, la bouilloire sifflant sur le poêle. Il a posé son pied sur le mien sous la table. Il a appuyé. Fort. J'ai sursauté malgré moi. J'ai lâché une assiette. Le bruit a été sec, éparpillé. Ma mère m'a regardée, surprise. Qu'est-ce que c'était que ça? C'était sans faire exprès, ai-je répondu, presque sans souffle. Mon père m'a regardée et a dit « Pourquoi es-tu nerveuse, petite ?» Et il a souri. Ce même sourire tordu qui me brûlait de l'intérieur. Ma mère a baissé les yeux, elle a ramassé les morceaux par terre, elle les a ramassés sans rien dire. Et là, agenouillée, avec le torchon à la main, j'ai vu. J'ai vu qu'elle savait, qu'elle avait toujours su, mais qu'elle choisissait de ne pas savoir. Et c'est à cet instant qu'une partie de moi est morte. Ce n'est pas son acte à lui qui m'a tuée, c'est son silence à elle. La certitude que la femme qui m'avait mise au monde avait choisi le coin de sa bouche plein de musique pendant que j'avalais le cri muet. À partir de ce jour-là, j'ai cessé d'essayer d'être aimée. Je bougeais par instinct, je mangeais par obligation, je dormais par épuisement et rêvais. Je l'ai remis à plus tard, si tant est qu'il existait un plus tard pour moi. Mais même dans les jours les plus sombres, une étincelle s'obstinait à briller là-dedans. Un reste de moi qui refusait de s'éteindre. Une petite voix menue qui disait « Tu sortiras d'ici, tu seras plus grande que ça. Et un jour, tu raconteras ton histoire. » Et c'est dans cette promesse silencieuse que j'ai commencé à exister. Le temps, dit-on, a le pouvoir de guérir. Mais dans ma vie, le temps a plutôt été comme un linge humide sur une plaie ouverte. Il étouffait, cachait, mais ne guérissait pas. Les jours allaient et venaient, identiques, répétitifs, presque muets. Je marchais dans la maison comme si j'étais faite de verre, évitant de me briser. J'ai appris à marcher légèrement, à respirer doucement, à cacher chaque douleur comme on cache un secret sale dans un coin que personne ne nettoie. Mais même celui qui saigne en silence laisse des traces. Et les miennes ont commencé à apparaître dans mes notes à l'école, sur ma peau qui était toujours pleine de marques, dans mes yeux qui semblaient ne porter plus d'âge que mon corps. Un jour, l'institutrice m'a appelée pendant la récréation. Elle était nouvelle ici. Elle venait d'être transférée d'une autre ville, avec des airs de demoiselle de grande ville, pleine de questions dans les yeux. « Marguerite, est-ce que tout va bien ?»
J'ai secoué vigoureusement la tête dans un oui sec et sans argument. Tu es distraite, tu sembles toujours fatiguée. Il s'est passé quelque chose? J'ai voulu répondre. Je vous jure que j'ai voulu. Mais je suis restée muette, la bouche sèche, le cœur battant si fort qu'il semblait résonner contre le mur de l'école. Si tu veux parler, je suis là, d'accord? J'ai acquiescé. Mais je ne suis jamais revenue, parce que pour parler, j'aurais dû nommer. Et je ne savais pas encore donner un nom à la douleur que je ressentais. Je savais seulement la sentir. Et sentir, c'était beaucoup, c'était tout. C'était trop pour une petite fille qui n'avait même pas appris à vivre. À la maison, ma mère continuait la même routine que toujours. Elle lavait le linge, chantait en essorant les tissus, cuisinait du riz qui se détachait bien comme personne. Elle était propriétaire d'une joie aveugle, de celles qui s'accrochent à la musique pour ne pas entendre ce qui se passe dans les murs d'à côté. Et mon père était le même, mais quelque chose en lui a commencé à changer aussi. Peut-être sentait-il que ma peur n'avait plus le même goût, que mon âme se cachait dans un endroit qu'il n'atteignait pas. Il a commencé à boire davantage. Il rentrait tard, puant le pastis et la sueur, les yeux rouges, les paroles de travers. Et c'est lors d'une de ces journées qu'il m'a tiré par le bras une fois de plus. Mais cette fois, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas débattue. J'ai juste regardé dans ses yeux. Il a été surpris. Ce fut rapide, mais j'ai vu. Une peur sèche, un miroir. Parce que là, dans ce regard, il a vu quelque chose à quoi il ne s'attendait pas. Je n'étais plus seulement la peur. J'étais le chagrin endurci. J'étais la colère transformée en armure. J'étais quelqu'un qui, bien que brisé, savait qu'un jour elle sortirait d'ici. Et cela, pour un homme comme lui, c'était une menace. Il a lâché mon bras. Il a poussé fort. Et il est sorti de la chambre en marmonnant quelque chose que je n'ai pas écouté. Je suis restée là, debout, le poignet brûlant et le cœur qui s'accélérait. Mais pour la première fois, j'ai senti un goût étrange dans la bouche. C'était du courage. Petit, tremblant, mais vivant. Ce soir-là, je me suis assise au bord du lit et j'ai écrit sur un bout de papier arraché du cahier de l'école. Quand je sortirai d'ici, j'oublierai l'odeur de cette maison. J'oublierai le son de la cuillère dans la casserole. Mais je n'oublierai pas qui je suis. J'ai gardé le billet dans mon oreiller. C'était le premier pas. Un pas minuscule mais ferme. Le temps a passé. Et avec lui, mon enfance s'en est allée sans fête, sans ruban, sans album de souvenirs. J'ai grandi à l'intérieur plus qu'à l'extérieur. Et avec ça est venu un désir qui ne me quittait pas. Partir. Respirer un autre air, marcher sur une autre terre, voir une autre fenêtre que celle de la cuisine, où ma mère sifflait pendant que le monde s'écroulait sur mes épaules. C'est dans une conversation croisée à l'école que j'ai entendu parler pour la première fois d'un programme du gouvernement qui emmenait des jeunes filles de province étudier dans des villes plus grandes. Une institutrice en a parlé en passant, parlant à une autre élève, mais ces mots ont frappé fort dans ma poitrine. Un endroit loin, avec un internat, avec une chance d'étudier vraiment, c'était ça. Cela pourrait être ma sortie. Cet après-midi-là, j'ai cherché la nouvelle institutrice, la même qui m'avait offert une écoute et n'avait trouvé que du silence. J'ai parlé bas, regardant le sol. Madame a parlé d'un programme pour étudier ailleurs. Elle m'a regardée, surprise, puis elle a souri, un sourire calme, sans hâte. « Tu veux essayer ?» J'ai acquiescé. « Tes parents vont te laisser partir ?» Silence. Je n'ai pas menti. Mais je n'ai pas répondu non plus. Les jours suivants furent d'attente, de feindre la normalité, tandis que mon âme tremblait à l'intérieur. Je faisais semblant d'étudier, semblant de dormir, semblant d'obéir. Mais tout mon corps vibrait avec la possibilité de partir, de franchir cette porte sans jamais regarder en arrière, jusqu'à ce qu'elle m'appelle à nouveau. Elle m'a remise une enveloppe. «
Voici le formulaire. Si tu arrives à le faire signer et à me le rendre avant vendredi, je pourrai l'envoyer avec ceux des autres filles. » J'ai pris le papier, comme quelqu'un qui tient son propre destin entre ses mains. J'ai lu chaque ligne avec soin. Nom, âge, école, motif de la demande. Quand je suis arrivée au champ « responsable légal », j'ai senti le monde s'écrouler. Signature des parents. Cette ligne était le mur entre moi et la liberté. J'ai gardé le papier dans mon cahier et je suis rentrée à la maison les jambes molles. Ce soir-là, je me suis assise à table avec eux. Le riz fumait, ma mère fredonnait doucement, mon père mâchait comme toujours. Et moi là, avec un papier dans mon cartable et une chance dans ma poitrine. Je ne savais pas encore, mais j'étais sur le point de faire le choix qui changerait ma vie pour toujours. J'ai passé toute cette nuit à regarder le papier dans le cahier comme quelqu'un qui observe un pont fragile au-dessus d'un abîme. Ce n'était qu'une feuille, 2 signatures. Mais chaque trait de stylo signifiait un cri retenu, une porte ouverte, une promesse que mon histoire pouvait prendre un autre tournant. Et pourtant, je tremblais. Le matin, j'ai été la première à me lever. J'ai préparé le café, balayé la cuisine, nettoyé le poêle. Ma mère est apparue, somnolente, attachant ses cheveux avec un foulard à motifs et fredonnant une vieille chanson qui parlait de nostalgie. J'observais chacun de ses gestes avec des yeux qui voulaient comprendre. Comment une femme qui savait faire du pain avec la consistance parfaite, broder des fleurs sur de vieux draps, guérir la fièvre avec des tisanes, pouvait ne pas voir une fille se briser juste devant elle. Nous sommes restés là en silence un moment. Je voulais lui dire, mais j'avais peur de la réponse. Pas de ce qu'elle allait dire, mais de ce qu'elle allait choisir d'ignorer. Au fond, je savais déjà. Et pourtant, j'ai essayé. « Maman, l'institutrice a dit qu'il y a un endroit où je pourrais étudier, loin, avec un dortoir. Je ne serai plus un fardeau ici. Je pourrais vraiment apprendre. Elle m'a regardé comme quelqu'un qui se réveille au milieu d'un mauvais rêve. Loin comment? Une autre ville, mais c'est sûr. Il y a l'école, la nourriture, un lit. Je serai bien. » Elle a serré la cuillère en bois entre ses doigts. « Et tu veux ça? J'en ai besoin. » Elle a respiré profondément. Elle est allée jusqu'à l'évier et a commencé à laver une casserole qui n'était même pas sale. Elle frottait fort, comme si le savon pouvait enlever ce qu'elle ne voulait pas entendre. « Tu reviendras, n'est-ce pas? »« Peut-être, mais pas maintenant. » Elle n'a pas répondu. Elle ne m'a pas regardé. Elle est restée là, à savonner le métal, comme si laver une casserole était plus urgent que de m'écouter. Plus tard, je me suis assise avec mon père. Il était sur la véranda, aiguisant un couteau, la cigarette au coin de la bouche et le regard perdu sur le chemin de terre. Il était de mauvaise humeur, comme toujours. Mais j'y suis allée quand même. Je me suis assise doucement, avec le formulaire entre les mains. Je le lui ai tendu sans rien dire. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'école, pour étudier ailleurs. Une opportunité. Il faut signer. Il a lu lentement. Le bout de la cigarette tremblait légèrement entre ses doigts. Quand il est arrivé à la dernière ligne, il a jeté le papier sur mes genoux et m'a regardé avec un demi-sourire. « Tu veux partir, c'est ça ?» Je n'ai pas répondu. Il s'est adossé à la chaise, a croisé les jambes et a tiré longuement sur sa cigarette. « Tu vas manquer pour le ménage, » a-t-il dit avec mépris. La colère m'est montée, chaude dans la gorge, mais je me suis tue, parce que se disputer avec lui, c'était comme crier contre un mur de pierre. Il n'écoutait pas, il écrasait. Et si je ne signe pas? J'irai quand même, ai-je lâché, avant que la peur ne me retienne. Il a souri en coin, un rire froid, presque cynique. « Tu es devenue une petite femme brave maintenant ?» Je me suis levée doucement. J'ai pris le papier de sa main. J'ai regardé au fond des yeux de cet homme qui un jour avait détruit ce que j'avais de plus pur.
et j'ai dit « Je ne suis pas une petite femme, je suis ta honte. » Et je suis entrée. Cette nuit-là, ma mère est venue dans ma chambre. Elle s'est assise au bord du lit, les mains sur ses genoux, le visage pâle, la voix éteinte. Il n'a jamais été facile, tu le sais, mais c'est ton père. Il ne l'est pas. Elle a abaissé les yeux. Tu ne tiendras pas là-bas. Le monde est dur. Pas plus qu'ici. Elle a voulu dire quelque chose, mais elle a renoncé. Elle s'est levée et est sortie, laissant une traînée de parfums bon marché et de lâcheté dans l'air. Le lendemain, l'institutrice est apparue à la porte de ma maison. Elle est venue me chercher. J'étais déjà prête, avec mon simple sac et mon cahier dedans. Ma mère a ouvert la porte. Elle m'a regardée sans dire un mot. Elle a juste passé sa main sur mon visage. Un geste si léger qu'il a presque cessé d'exister. Mon père était assis dans la cour, avec la bouteille de pastis entre les jambes. Il m'a regardé une dernière fois. Il n'a rien dit. Ni un au revoir, ni une insulte. Il a juste tiré sur sa cigarette et a recommencé à fixer le sol. Je suis montée dans la voiture avec l'institutrice. Tandis que le chemin de terre commençait à engloutir les souvenirs de la maison qui m'avait façonné, je regardais par la fenêtre et je pensais que, même sans fête, c'était mon véritable anniversaire. Parce que là, dans cette vieille voiture, avec le moteur qui ronronnait doucement et la poussière qui s'élevait dans le rétroviseur, je naissais à nouveau. Et cette fois, sans que personne ne m'arrache à moi-même. Le pensionnat n'était pas un endroit beau. Les murs étaient gris, les fenêtres petites, les matelas fins. Mais pour moi, c'était un palais, un coin de liberté, un monde où je pouvais dormir sans peur, me réveiller sans sursaut, respirer sans le poids de ces yeux qui me guettaient. Là, le silence n'était que du silence. Plus la pause avant la violence, mais un espace entre un cours et un autre, entre une pensée et la suivante. Le bruit des filles parlant fort, riant, courant dans les couloirs, m'effrayait au début. Je marchais comme si je devais demander la permission d'exister, jusqu'à comprendre que là, personne ne m'attendait à genoux. Je pouvais marcher droite. L'institutrice qui m'avait aidée m'a rendu visite les premiers jours. Elle a apporté un savon parfumé, un nouveau cahier et un billet plié. Tu mérites plus que ce que tu as eu. N'accepte jamais moins que ce dont tu as besoin. J'ai gardé ce billet comme une relique, parce que c'en était une. C'était la première fois que quelqu'un me disait que je méritais. Pas que je devais supporter, mais que je méritais. Les autres filles du pensionnat venaient d'histoires différentes. Certaines parlaient de frères turbulents, d'autres de mères strictes. Il y en avait qui se plaignaient de la nourriture, du froid la nuit, de la distance de la maison. J'écoutais tout en silence, avec une nostalgie douloureuse de quelque chose que je n'avais jamais eu. L'une d'elles, nommée Emmanuelle, parlait de sa mère comme on parle d'une héroïne. Elle m'a appris à planter, tu sais, à creuser la terre avec les mains et à laisser la graine. C'est pour ça que j'aime la terre. Je souriais, et intérieurement je me demandais qu'est-ce que ma mère m'a appris. La réponse venait toujours trop vite, à me taire. Mais dans ce nouvel endroit, où mon nom était appelé à l'heure de l'appel d'une voix ferme et non avec un cri, où ma nourriture était servie sans contrepartie, où je pouvais aller aux toilettes sans craindre d'être suivie, j'ai commencé à fleurir. Comme une mauvaise herbe en terre sèche, têtue, résistante. Étudier est devenu mon refuge. J'ai pris goût aux livres, aux lettres, aux histoires des autres. Je lisais tout. J'écrivais aussi. D'abord, des lettres que je n'ai jamais envoyées. Puis, des pages et des pages de ce dont je me souvenais, de ce que je ressentais, de ce dont je rêvais. J'écrivais avec colère, avec tristesse, avec espoir. Une éducatrice m'a vue en train d'écrire et m'a demandé si c'était des poésies. J'ai dit que je ne savais pas. Peut-être n'était-ce que des cris bien organisés. Elle a ri et m'a dit que des cris bien organisés sont aussi de la poésie.
C'est elle qui m'a emmené pour la première fois dans une vraie bibliothèque, un endroit silencieux et plein d'odeurs de vieux papier. Là, j'ai trouvé des livres qui me montraient des femmes qui avaient vécu des douleurs semblables, qui avaient été brisées et recollées à nouveau. J'ai lu sur la survie, sur la justice, sur le courage. J'ai lu Beauvoir, Colette, Duras. Et dans chacune d'elles, j'ai trouvé une partie de moi. Emmanuelle a commencé à m'accompagner dans mes lectures. Elle avait une façon légère d'exister, comme si tout en elle souriait toujours. Nous avons commencé à échanger des livres, à écrire des notes, à faire des promesses sur l'avenir. Quand on sortira d'ici, on habitera ensemble, on ouvrira une librairie d'occasion et on fera des chouquettes tous les dimanches. Je riais. Ça faisait longtemps que je ne faisais plus ça. Rire sans culpabilité. Rire avec tout le corps. Emmanuelle ne savait pas ce que j'avais vécu. Je ne l'ai jamais raconté. Mais peut-être le savait-elle. D'une certaine façon, les personnes entières reconnaissent les personnes en reconstruction. Au 3e mois, nous avons reçu l'autorisation d'écrire des lettres aux familles. La plupart des filles envoyaient des messages à leurs parents, à leurs grands-parents, à leurs frères et sœurs. Je me suis assise avec la feuille blanche devant moi et j'ai passé des heures à la regarder. Qu'est-ce que j'écrirais? « Salut, maman, tu chantes encore en cuisinant? Papa, le silence est-il toujours ton cri? » Finalement, je n'ai pas écrit. J'ai rendu la feuille blanche pliée et j'ai dit que j'avais abandonné. La coordinatrice a simplement acquiescé. Elle ne m'a pas demandé pourquoi. Et dans ce non-questionnement, il y avait plus d'accueil que dans n'importe quelle tentative de consolation. J'ai commencé à aider à la bibliothèque du pensionnat. J'organisais les livres par thème, par auteur, par couleur de couverture, juste pour me perdre dans cet univers. Un jour, en rangeant de vieux exemplaires, j'ai trouvé un cahier oublié entre 2 livres épais. C'était un journal intime. L'écriture était ferme, mais souffrante. Une fille, des années avant moi, y avait écrit sur ses douleurs. J'ai lu petit à petit. Elle aussi avait été blessée. Elle aussi était sortie de chez elle par la porte de derrière. Elle aussi portait un vide. Mais le plus beau, c'était comment elle terminait chaque page. Mais demain, je continue. J'ai gardé cela en moi. Le demain, je continue est devenu ma prière. Un samedi quelconque, nous avons été autorisés à une sortie hors du pensionnat. Un pique-nique dans un parc de la ville. C'était un endroit ouvert, avec des arbres, des enfants qui couraient, des familles éparpillées sur des couvertures colorées. Un monde qui semblait d'une autre planète. Je me suis assise dans un coin avec Emmanuelle, mangeant un simple sandwich et observant tout. « Tu ne parles jamais de ta famille ?» a-t-elle commenté avec délicatesse. « Parce qu'elle ne m'appartient plus. C'est toi qui es parti? Ou ils t'ont fait partir ?» Je me suis enfuie. Elle n'en a pas demandé plus. Elle a simplement pris ma main. Et c'était la première fois depuis des années que quelqu'un me touchait sans me blesser. De retour au pensionnat, j'ai écrit pour la première fois une lettre à moi-même. « Marguerite, tu es encore entière, même sans morceaux, même pleine de coutures. Tu es un tissu neuf dans une âme ancienne. Tu es une racine qui ne se brise pas. » J'ai commencé à garder mes écrits dans un cahier recouvert de tissu. C'était ma cachette, mon abri. Chaque fois que quelque chose me rappelait l'ancienne maison, le couloir étroit, la porte de la chambre qui ne fermait jamais à clé, j'écrivais. J'écrivais jusqu'à ce que la douleur devienne mot. Et quand elle devenait mot, elle faisait moins mal. Le temps a passé. J'ai obtenu une bourse d'études pour une école technique. Emmanuelle aussi. Nous sommes allés ensemble dans une nouvelle ville. Nous avons partagé une chambre dans un logement simple, avec une odeur de moisi et un son de pas dans le couloir, mais avec de la liberté sur les murs. Là, le monde s'est ouvert. Et j'ai continué à écrire. Je n'ai jamais envoyé de lettre à ma mère. Mais un jour, j'en ai reçu une d'elle. Une enveloppe jaunâtre avec mon nom mal orthographié. Je l'ai ouverte les mains tremblantes. Elle disait « Marguerite,
J'ai entendu dire que tu étudies, que tu réussis bien. Je voulais savoir si tu as besoin de quelque chose, si tu te souviens de moi, si tu peux revenir un jour pour qu'on parle. Je suis plus silencieuse maintenant et j'ai arrêté de chanter. J'ai lu et relu et j'ai seulement répondu une phrase. Chante à nouveau, mais cette fois, écoute aussi. Je ne sais pas si elle a compris, ni si elle l'a lu, mais c'était tout ce que je pouvais offrir, parce que pardonner, ce n'est pas oublier, c'est juste ne plus porter le fardeau. Aujourd'hui, j'ai mon propre coin, une petite salle où je reçois en tant que thérapeute. J'ai étudié, j'ai obtenu mon diplôme et j'ai décidé que je voulais aider d'autres filles comme moi. Des filles qui ont perdu leur voix et ne savent pas par où commencer à la chercher. Là, j'écoute des histoires nées qui font mal, qui ressemblent à la mienne. Et chaque fois que quelqu'un me raconte sa douleur, je l'écoute avec toute mon âme, parce que je connais la valeur qu'a quelqu'un qui écoute vraiment. Et chaque fois que l'une d'elles finit de parler et demande « Vous croyez que je peux sortir de ça ?» Je réponds « Je ne crois pas, je sais, parce que je suis sortie et tu en sortiras aussi. » Ma vie a été cousue avec des poings fermes après que j'ai décidé que je ne serais pas seulement ce qu'ils m'ont fait. Mais il n'existe pas de guérison complète pour certaines blessures. Ce qui existe, c'est un type de force qu'on apprend à porter. Une force silencieuse qui ne se voit pas dans la façon de marcher, qui ne se mesure pas dans le ton de voix. Elle habite au fond de nous, entre ce qu'on nous a fait et ce que nous avons choisi d'être malgré cela. J'avais 22 ans quand j'ai été appelée pour mon premier entretien comme stagiaire dans un centre d'accueil pour jeunes filles victimes de violences. Un endroit simple, caché au milieu de la ville, entre de hauts murs et des fenêtres grillagées, mais avec un jardin qui s'obstinait à fleurir, même quand le temps était sec. L'odeur de peinture fraîche sur les murs contrastait avec les regards anciens des filles qui arrivaient. Certaines parlaient à peine, d'autres parlaient trop, et toutes portaient dans les yeux le même vide qui un jour avait habité les miens. Cette première semaine, je suis restée en silence, plus que je n'ai parlé. J'observais. Je comprenais les gestes, les yeux, les silences. Je savais que là, aucune histoire n'était semblable, mais toutes se parlaient entre elles. La douleur a des accents différents, mais une même langue. Un après-midi, alors que j'organisais du matériel dans une petite salle, l'une des filles est entrée. Elle devait avoir 13 ans, corps frêle, regard méfiant. Elle s'est assise par terre, adossée au mur, et m'a observée. « Vous travaillez ici ?» a-t-elle demandé. « Je commence tout juste », ai-je répondu, m'asseyant par terre aussi. Elle n'a rien dit de plus pendant un moment. Puis elle a sorti un papier froissé de sa poche. J'ai écrit ça hier, mais je ne veux le montrer à personne. Je vais juste le laisser là. Si vous voulez le jeter, vous pouvez. Elle a pris ma main et y a placé le papier. Elle est partie sans dire au revoir. J'ai attendu qu'elle disparaisse dans le couloir et j'ai ouvert le billet. C'était un dessin grossier d'une maison avec une petite fille enfermée dans une chambre. À côté, une phrase. Personne ne voit quand on crie à l'intérieur. J'ai pleuré seule dans ce débarras, mes mains serrant le billet contre ma poitrine, parce que je savais exactement ce que c'était. Le cri muet, l'écho interne, l'envie de s'enfuir en courant sans avoir où aller. J'ai respiré profondément. J'ai pris un nouveau cahier, j'ai écrit une réponse sans nom, et le lendemain, je l'ai laissée sur son lit. Un cri qui est entendu se transforme en voix, et la voix change tout. Si tu veux, je peux écouter. La semaine suivante, elle s'est assise dans la salle avec moi. Elle n'a rien dit. Elle est restée là, dessinant en silence. Et c'est ainsi pendant des jours. Nous partagions l'espace comme deux survivantes qui savaient, au fond, que les mots ne viennent que lorsque la douleur trouve un abri. En parallèle, je continuais ma formation. J'étudiais maintenant la psychologie clinique et, dans mes temps libres, j'écrivais des articles sur l'impact du traumatisme dans l'enfance. J'ai été invitée à donner une conférence à l'université. Thème : surmonter des traumatismes silencieux.
J'ai préparé le contenu avec soin. J'ai étudié, révisé, préparé les diapositives. Mais quand je suis arrivée sur l'estrade, avec les yeux du public sur moi, j'ai laissé les papiers de côté et j'ai raconté mon histoire. Pas entièrement, pas en détail. Mais j'ai raconté l'essentiel, que j'ai été blessée là où je devais être protégée, que j'ai été réduite au silence là où je devais être écoutée, et que j'ai survécu non par magie, mais par entêtement. Parce que quelque chose en moi, au fond, a toujours cru que je pouvais être plus que ce qu'ils m'ont fait. La salle s'est restée silencieuse, mais pas le silence de la gêne. C'était le silence de l'écoute, le même que j'ai ressenti quand quelqu'un m'a écouté pour la première fois sans vouloir comprendre, juste accueillir. Après la conférence, une professeure est venue me voir. « Avez-vous déjà pensé à transformer cela en livre ?» J'ai ri, nerveuse. « Qui voudrait lire une histoire comme la mienne ?» Elle a souri. « Ceux qui ont besoin de survivre et ceux qui ont besoin de comprendre. » Je suis rentrée chez moi avec ça en tête et j'ai commencé à écrire. Page après page, j'ai revécu des moments que j'avais passé des années à essayer d'oublier. Mais ça n'a pas fait mal comme avant. Écrire maintenant, c'était comme laver mon âme à l'eau tiède. Je savais que les mots ne changeaient pas ce qui s'était passé, mais ils changeaient le poids que je portais à ce sujet. Le titre est venu facilement pendant que ma mère chantait. J'ai remis le manuscrit à la professeure des mois plus tard. Elle l'a montré à une maison d'édition. Et en moins d'1 an, le livre était imprimé. Couverture simple, lettres fermes, sans ma photo. Parce que l'histoire était plus grande que le visage. On a commencé à m'inviter pour raconter mon parcours. École, rencontre, table ronde. Et chaque fois que je parlais, une jeune fille me cherchait après, avec le regard effrayé et la voix basse. Ça m'est arrivé aussi. Et je savais quoi dire. Je sais, et tu n'es pas seule. Un jour, j'ai reçu un courriel avec un expéditeur connu, Emmanuel. Cela faisait des années que nous ne nous parlions plus. La vie nous avait séparés sans cérémonie. Elle avait suivi sa route dans une autre ville, s'était mariée, avait eu des enfants, mais nous ne nous sommes jamais oubliés l'une l'autre. Dans le courriel, elle disait « J'ai lu ton livre, j'ai beaucoup pleuré, mais j'ai aussi pleuré de fierté. Tu es devenu ce que tu as toujours été, de la force habillée de silence. » J'ai répondu le jour même, et nous avons convenu de nous voir. Les retrouvailles ont eu lieu dans un parc, semblable à celui du pensionnat. Nous nous sommes assises sur une couverture, nous avons bu du café dans des gobelets en plastique, et nous avons ri comme si le temps n'était pas passé. « Tu penses toujours à ouvrir une librairie ?»« Tous les jours. »« Alors allons-y. » Et c'est ainsi qu'est né le projet. Un petit espace avec des étagères improvisées, des tapis colorés et des livres de tous les coins. Nous l'avons appelé la Maison des Voix. Là, nous vendions des livres, mais nous recevions aussi des histoires. Des femmes venaient, parlaient, écrivaient, pleuraient. Et à chaque nouvelle voix, un morceau du monde se réparait. Un soir de fin d'après-midi, une femme aux cheveux gris est entrée dans la boutique. Elle avait les yeux creux et les doigts tachés de farine. Elle a marché lentement jusqu'au comptoir. Je l'ai reconnue avant même qu'elle ne dise quoi que ce soit. Marguerite ? Ma mère. Le monde s'est arrêté. Elle est restée là, immobile, ne sachant pas si elle devait m'embrasser ou me demander pardon. Le temps avait fait son nid sur son visage. Ses mains tremblaient légèrement. Je suis venue parce que j'ai lu ton livre. Quelqu'un me l'a montré. Je ne savais pas. Je veux dire, peut-être que je savais, mais je ne voulais pas savoir. Je suis restée en silence. Elle a continué. Je chante encore parfois. Mais maintenant, avant de chanter, j'écoute. Je t'ai écouté dans ces pages et j'ai vu ce que je n'ai jamais voulu voir. J'ai voulu dire tant de choses, mais aucun mot ne semblait juste. Je ne suis pas venue demander pardon. Je suis venue demander du silence. Un silence qui respecte. Si tu peux me donner ça, ça suffit. J'ai acquiescé. Elle a baissé les yeux, s'est retournée et est sortie.
Je ne l'ai plus revue, mais cette nuit-là, j'ai écrit dans mon cahier « Elle est revenue, pas pour rester, mais pour reconnaître. » Et parfois, cela suffit. Sur le mur de la librairie, nous avons accroché un tableau avec des phrases écrites par ceux qui passent par là. En dessous, j'ai laissé ma contribution. Je ne suis pas ce qu'ils m'ont fait. Je suis ce que j'ai insisté pour être malgré cela. Et chaque jour, en ouvrant la boutique, je lis ces mots en silence. Et je souris. Parce que maintenant, je suis une voix. Et aucune voix ne sera plus réduite au silence. Le temps a le don de nous transformer sans demander la permission. Un jour, on se réveille et on réalise qu'on n'a plus peur de ce qui, pendant des années, nous faisait trembler à l'intérieur, que la douleur change de forme, que la mémoire reste vivante mais ne mord plus, que le passé existe encore mais marche maintenant derrière nous, plus devant. La librairie a grandi. La Maison des Voix n'était plus seulement un lieu de livres, c'était un point de rencontre, un refuge, un espace où les femmes venaient non seulement pour une lecture, mais pour respirer. Nous avons créé des cercles de conversation, des ateliers d'écriture, des après-midi de thé et de silence. Et peu à peu, cet endroit est devenu un bout du monde où personne n'avait besoin de faire semblant d'être forte tout le temps, où les pleurs étaient bienvenus et le silence respecté. Emmanuelle et moi partagions les tâches sans avoir besoin de trop parler. Elle était douée pour les comptes, l'organisation, les détails. Je m'occupais des conversations, des cahiers, des lettres laissées par les clientes dans le coffre de l'entrée. Un coffre en bois peint en bleu, où n'importe qui pouvait laisser une histoire. Pas besoin de signer, il suffisait d'écrire. Certaines laissaient des souvenirs, d'autres des confessions. Il y avait des billets d'espoir, des récits de douleur, des poèmes maladroits. Chaque feuille était lue avec le soin de quelqu'un qui tient quelque chose qui peut se briser, parce que c'était possible. C'est lors d'un de ces matins calmes qu'une enveloppe différente est apparue. Papier épais, plié avec soin, scellé avec un ruban rouge, sans expéditeur. Je l'ai ouverte seule, dans le coin de la salle. C'était une longue lettre, écrite à la main, d'une écriture soignée. Elle disait ceci. « Je ne suis plus cette petite fille de 12 ans qui se faisait battre et ensuite faisait semblant de sourire à l'école. J'ai grandi avec peur de tout, même de moi-même. Je croyais que je n'aurais jamais une vie normale. Mais j'ai lu ton livre, j'ai écouté ton histoire. Et d'une certaine façon, ta douleur m'a appris à prendre soin de la mienne. Aujourd'hui, je suis infirmière. Je prends soin d'autres femmes. Et chaque fois que je vois quelqu'un essayer de s'effacer, je me souviens de la phrase que tu as dite. Le cri qui est entendu se transforme en voix. Merci d'avoir crié, même si c'était en silence. J'ai fini de lire les yeux humides. J'ai gardé la lettre dans le cahier où je collectionnais ces histoires. C'était là, entre des feuilles pleines de douleur et de dépassement, que je me rappelais, tous les jours, pourquoi j'avais décidé d'exister avec vérité. J'ai commencé à être invitée à des conférences plus importantes. Des congrès, des salons littéraires, des rencontres sur les droits humains. J'étais toujours surprise par l'impact de mon histoire, parce que pour moi, elle n'était que la mienne. Mais j'ai appris que la douleur partagée devient un pont, et que quand une femme survit et parle, d'autres écoutent et résistent. Lors d'un de ces événements dans le sud du pays, j'ai rencontré une psychologue qui travaillait avec la justice réparatrice. Elle m'a écouté parler, m'a cherché après et m'a demandé si j'avais déjà pensé à revoir l'homme qui a détruit mon enfance. « Vous voulez que je pardonne ?» ai-je demandé, calmement. « Non. Je veux savoir si vous voulez affronter. L'idée m'a effrayée, pas par peur de lui, mais par peur de ce que cela pourrait réveiller en moi. La colère endormie, le dégoût gardé, le mépris enterré. Je suis rentrée chez moi avec ça qui martelait dans ma tête. J'ai passé des nuits à me souvenir du couloir de l'ancienne maison, de la porte de la chambre, du son de la cuillère en bois frappant la casserole
pendant que je mourais à l'intérieur. Après beaucoup de réflexion, j'ai écrit une lettre pour lui. Pas pour l'envoyer, juste pour organiser ce que je ressentais. Tu ne m'as pas brisé entièrement, j'ai rassemblé les morceaux, et aujourd'hui, je suis plus grande que ta lâcheté. Je ne veux pas ta voix, je veux ton silence. Je veux que tu me voies et saches que tu ne m'as pas effacé, parce que vivre, pour moi, c'est ma façon de te démentir tous les jours. J'ai plié la lettre et je l'ai gardée. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu la nouvelle qu'il était malade. Un voisin du petit village qui travaillait maintenant dans une pharmacie près du centre où je donnais des conférences a reconnu mon nom et m'a raconté que Marcel vivait seul avec des difficultés à marcher dans une masure au bout du hameau. La première réaction fut le mépris, ensuite le vide. Mais quelque chose en moi, une impulsion que je n'ai pas moi-même comprise, m'a poussé à écrire à nouveau une seconde lettre, cette fois pour lui. Et je l'ai envoyée. Je ne veux pas te voir, je ne veux pas t'entendre, mais je veux que tu saches que je suis vivante, que j'ai un nom, que j'ai une maison, que j'ai une voix, et que toi, un jour, tu as essayé de me faire taire, mais tu as échoué. C'est tout ce que j'ai besoin de dire. Je n'ai jamais eu de réponse. Je n'en ai pas cherché non plus. Certaines conversations n'ont pas besoin de retour. Elles ont juste besoin d'être dites. Et j'ai dit, la vie a continué. La Maison des Voix a gagné une notoriété nationale. Nous avons été invités à ouvrir une nouvelle antenne dans une autre ville. Nous avons reçu des dons, du soutien, des gens de partout voulant participer. Des femmes venaient de loin juste pour s'asseoir, prendre un café et écrire une lettre à elles-mêmes. L'un de ces jours, une jeune fille est arrivée avec un cahier usé. Elle m'a dit qu'elle avait lu mon livre et que cela lui a fait croire qu'elle pouvait quitter sa maison. Je suis venue en bus, avec peur, sans savoir si j'allais y arriver, mais je suis là. Et rien que ça, c'est déjà un miracle. Je lui ai offert un pain au chocolat, je me suis assise avec elle, et nous sommes restés là, en silence. Parce qu'il y a des rencontres qui n'ont besoin de rien d'autre qu'une présence. Un certain après-midi, en rentrant chez moi, j'ai trouvé à la porte un petit paquet enveloppé dans du papier craft, sans nom, sans billet. Je l'ai ouvert avec soin. À l'intérieur, une paire de chaussures, des chaussures de femme, rouges. Dans la même boîte, une note. Elle s'est remise à chanter. Mais maintenant, elle écoute aussi. Je me suis assise sur les marches et j'ai pleuré. Pour la petite fille que j'avais été, pour la femme que j'étais devenue, pour la voix qui enfin résonnait à travers moi. Je suis retournée à l'atelier et j'ai écrit une nouvelle dédicace pour la prochaine édition du livre. Pour toutes les petites filles qui ont été brisées pendant que le monde chantait dehors. Vous n'êtes pas seul, et votre voix habite encore en vous, même si en silence, elle crie. Et un cri entendu est le début de la guérison. Le temps m'a appris qu'il ne s'agit pas d'oublier, ni de surmonter. Il s'agit d'intégrer, de regarder le passé et de dire « Je te vois, mais je ne suis plus toi. » Aujourd'hui, quand on me demande ce dont je suis le plus fier, je ne parle pas du livre, ni des conférences, ni de la Maison des Voix. Je parle d'être vivante, d'ouvrir les yeux chaque jour et de savoir que personne ne chante plus pendant que je souffre. Maintenant, c'est moi qui chante, et ma musique est faite de mots, d'histoires, de mains qui se tiennent, de silences écoutés, de jeunes filles qui ont trouvé refuge, et d'une femme, moi, qui s'est reconstruite avec les morceaux que le monde avait jetés. L'automne est arrivé sans demander la permission. Les feuilles tombaient doucement sur les trottoirs devant la Maison des Voix, comme si le temps disait que tout a son moment de tomber et son moment de fleurir. Et moi, observant cela depuis la vitrine de la librairie, j'ai compris que ce cycle était aussi le mien, parce qu'après tout ce que j'ai vécu, survécu, dit et entendu, peut-être était-il temps de fermer un cycle et de laisser place au nouveau. C'était par un après-midi froid, de ceux où le vent nous oblige à revêtir des souvenirs, que j'ai reçu la visite d'une femme inconnue.
Elle avait les cheveux attachés dans un chignon serré, les mains froides et un cahier sous le bras. Elle est entrée timidement, à regarder les livres, à toucher le bois des étagères avec soin. Quand elle m'a vue, elle s'est approchée lentement. « Vous êtes Marguerite ?» J'ai acquiescé, sans savoir si c'était une question ou un souvenir. Elle a tendu la main, mais s'est ravisée avant le toucher. « Je suis sa fille. » Le monde, l'espace d'une seconde, a perdu sa couleur. De Marcel, elle a acquiescé, le visage légèrement rougi, comme si le nom brûlait aussi dans sa bouche. Je suis sa fille avec une autre femme. Il a eu une autre famille, une famille qui ne savait rien. Jusqu'à maintenant, je me suis assise. Elle aussi. Nous sommes restés en silence, un temps qui semblait éternel. Puis elle a parlé, d'une voix ferme mais basse. « Ma mère est morte il y a 3 mois. À l'enterrement, quelqu'un a mentionné votre nom. A dit qu'il avait eu une fille avant, que cette fille avait écrit un livre. J'ai cherché, j'ai lu, et j'ai dû venir ici. J'ai attendu. J'avais besoin de savoir si c'était vrai, parce que si ça l'est, je ne sais plus qui je suis. J'ai pris sa main. La première fois que je touchais quelqu'un avec ce sang sans avoir envie de fuir. Et j'ai dit alors, « Tu es ce que tu construis, pas ce qu'on t'a donné. Et s'il n'a pas fait avec toi ce qu'il a fait avec moi, sois reconnaissante. Mais ne porte pas ce qui n'est pas à toi. » Elle a pleuré, doucement, comme quelqu'un qui pleurait pour tout ce qu'elle avait cru et qui n'avait plus de sens maintenant. « Il vit dans une maison de retraite, » a-t-elle dit. Il est malade, confus, presque sans mémoire. Parfois, il parle d'une petite fille. Il dit qu'elle lui a pardonné. Mais je ne sais pas si c'est réel ou si c'est sa tête qui essaie de se soulager avant la fin. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement étreint cette femme qui portait, sans le vouloir, la moitié d'une histoire qui n'était pas la sienne. Et dans cette étreinte, j'ai laissé tomber quelque chose qui était peut-être de la compassion, ou de la pitié, ou juste de la fatigue. Elle m'a remis une lettre avant de partir. Elle a dit qu'il avait demandé qu'elle me la remette si un jour elle me trouvait. J'ai attendu qu'elle sorte. J'ai fermé la porte. Et ce n'est qu'après un moment que j'ai ouvert. « Marguerite, s'il est encore temps, je voudrais que tu saches que j'ai été faible, que j'ai su ce que j'ai fait, et que je n'ai pas su être autre chose que ce que la peur m'a appris à être. Je ne demande pas pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que tu as survécu. Et cela me hante, parce que moi, non. J'ai plié le papier avec soin. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas souri. J'ai simplement gardé. Quelques jours plus tard, il est mort. Je ne suis pas allée à l'enterrement. Je n'ai pas allumé de bougies. Je n'ai pas laissé de fleurs. Mais le soir, je me suis assise sur la véranda, avec une tasse de thé entre les mains, et j'ai regardé le ciel sombre pendant des heures. Et là, regardant l'infini, j'ai murmuré pour moi-même, « C'est fini. Pas la haine, pas la douleur, mais le poids, l'ombre, la plaie ouverte. » À partir de cette nuit-là, j'ai commencé à dormir les fenêtres ouvertes. La Maison des Voix a continué de vivre. Nous avons reçu une invitation pour ouvrir une nouvelle antenne dans un centre de réinsertion pour femmes en situation d'incarcération. Nous avons accepté. Emmanuel est resté au siège d'origine. Je suis partie pour cette nouvelle mission. Là, j'ai rencontré des femmes qui avaient fait des choix différents des miens, mais pour des raisons si semblables que c'en était douloureux. L'une d'elles, nommée Claire, m'a dit un jour « On ne naît pas mauvaise, on est oublié. » Et cette phrase est restée avec moi, parce que pendant longtemps, j'ai été cela, oubliée. J'ai passé des mois à écouter des histoires d'abandon, de violence, de décisions désespérées. Et dans chaque histoire, je laissais un mot, un livre, un billet. Et à chaque visite, j'emportais avec moi plus de certitude que par les sauves. Lors de la dernière rencontre de l'année,
Nous avons organisé un cercle de lecture. Chaque femme a choisi un texte à lire. Quand mon tour est arrivé, j'ai lu un extrait du livre que j'avais écrit. Le jour de mon anniversaire, ma mère chantait dans la cuisine. Pendant ce temps, mon monde s'écroulait et j'ai dû, seule, relever chaque morceau de moi jusqu'à devenir ce que je suis aujourd'hui, une voix qui ne se tait pas, un corps qui ne se cache pas, une âme qui ne se vend pas. Elles ont applaudi en silence, ce genre d'applaudissement qui se fait avec les yeux. Sur le chemin du retour, dans le bus vide du soir, j'ai écrit sur mon téléphone « La petite fille silencieuse est morte, la femme qui crie est née, et maintenant j'existe. » Peu après, j'ai été invitée à donner une interview pour un documentaire. Il parlait des femmes qui ont transformé leur douleur en projets sociaux. J'ai accepté. Et pour la première fois, j'ai parlé devant une caméra de tout, sans coupure, sans métaphore. J'ai dit son nom, j'ai dit le nom du village, j'ai dit ce qu'il a fait, j'ai dit ce qu'elle n'a pas fait, j'ai dit qui j'étais. Quand le documentaire est sorti, j'ai reçu des messages de partout, des femmes, des hommes, des adolescents, des gens qui n'avaient jamais parlé, des gens qui portaient le même silence que j'avais porté. Et parmi tant de messages, l'un m'a touché. Marguerite, ma mère aussi chantait pendant que je mourais à l'intérieur. Mais maintenant, grâce à vous, j'ai commencé à écrire. Merci d'être mon miroir de courage. Et c'est là que j'ai compris vraiment ce que mon histoire était devenue. Pas une tragédie, mais un chemin. Pas une blessure, mais un pont. Et à cet instant, j'ai su que mon cycle était complet. Aujourd'hui, je m'assieds sur la véranda avec une tasse en terre cuite entre les mains, regardant le ciel changer de couleur, écoutant la ville respirer. Parfois je chante, mais je chante doucement, parce que ma voix est maintenant différente. Elle est faite de tant d'autres voix, de tant d'autres histoires, qu'elle n'est plus seulement la mienne. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-moi, qu'avez-vous pensé de cette histoire? D'où m'écoutez-vous? Si cela a touché votre cœur, laissez un pouce bleu sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec quelqu'un qui a besoin de courage. Parce que parfois, une histoire comme celle-ci est le premier pas pour que quelqu'un se souvienne qu'il peut encore se reconstruire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis Marguerite. Et maintenant, je suis tout ce qu'on m'avait dit que je ne serais jamais.